Alors, écoute les entrepreneuses, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans ce nouveau concept, la table ronde des fondatrices. Donc, aujourd'hui, j'ai invité des fondatrices de marques e-commerce qui vont partager avec nous leur expérience tout simplement. Et j'ai une invitée de marque aujourd'hui avec nous, Ophélie est là. Elle a gentiment accepté de partager la table ronde pour nous parler de son expérience en tant que e-commerçante et aussi en tant que créatrice de contenu. Bienvenue Ophélie, je t'en prie, merci beaucoup. Alors les filles, je vous explique le concept. Je vous pose quelques questions et puis c'est aussi les questions que certaines auditrices m'ont demandé de vous poser tout simplement. Le but c'est vraiment de motiver celles qui voudraient lancer une marque ou se lancer dans l'entrepreneuriat en général. Déjà, on va peut-être se présenter. On va peut-être commencer par là. Donc moi, je m'appelle Zora Dina, pour celles qui ne me connaissent pas. Donc je suis e-commerçante depuis à peu près 8 ans et je suis coach e-commerce depuis 2 ans. Donc j'ai fondé l'agence Dina Business et le groupe e-commerce Global Shopping FR. Et j'ai aussi un club e-commerce depuis peu, Muslim Business Women Club, où j'essaye de motiver des femmes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, etc. Et du coup, la question que je voudrais vous poser les filles, c'est finalement pourquoi vous avez toutes lancé votre marque? Quel était finalement votre déclic à chacune? Je pense que ça intéresse peut-être les gens qui nous regardent. Mais toi, Sabrina, tu es la créatrice de la marque DNA. Donc, c'est une marque de vêtements assez engagée finalement. Dis-nous un petit peu, présente-toi, toi ici. On est ensemble. Déjà, merci de me recevoir et de nous recevoir toutes. Donc, je suis super ravie d'être là. Je suis Sabrina et je suis la fondatrice de DNA. Donc, c'est une marque qui n'est pas encore totalement lancée. Donc, qui a été créée récemment, au mois de mars. D'accord. À la sortie du Ramadan. Donc voilà, donc je suis en plein parcours entrepreneurial. Ok, nickel. Et du coup... Oui, moi du coup je suis Diana, référente en PMA. Ok. En fait, de base, j'accompagne ceux qui sont en parcours de fertilité. D'accord. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat pareil, parce que je voulais créer un espace d'entraide plus accessible pour elles. Que plutôt le parcours classique, la clinique, etc. Voilà. Ok, super. C'est quoi ton métier de base avec PMA et infirmière? Non, c'est plus, on va dire, assistante référente en PMA, c'est-à-dire j'accompagne les médecins, je gère un peu le parcours de celles qui veulent rentrer en PMA. Oui, tu vas nous en parler. Ouais. Et du coup, on a aussi Fatou, la fondatrice de la marque Soutoura, qui est avec nous. Je suis infirmière de base. Ok. Et depuis 2 ans, j'ai fondé ma marque Soutoura. Ok. Une marque de modest fashion aux influences streetwear, mais pas que. Enfin, moi, j'ai mon petit monde à moi. Ok, super. Et on a aussi Ophélie, la belle Ophélie qui est avec nous aujourd'hui. Déjà, encore merci pour l'invitation. Avec je m'appelle Ophélie, j'ai 27 ans. Oui. Je suis entrepreneuse depuis 5 ans maintenant et à la fois créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Mais ma première casquette, c'est l'entrepreneuriat. Exactement. Comment? Fais-moi savoir, je savais. Bah oui, c'est ça. Ma première casquette, ça restera toujours l'entrepreneuriat. Donc, comment je me suis lancée? En fait, j'ai fait 4 ans de salariat. Ok. J'ai pas du tout aimé. J'ai enchaîné plusieurs petits boulots. Il n'y en a aucun qui m'a fait aimer le salariat. Du coup, j'ai voulu me lancer à mon compte. D'accord. Donc, j'ai différentes marques de cosmétiques. D'accord. Il y en a, on sait que c'est moi. Ok. Il y en a d'autres, on ne sait pas que c'est moi. Ok. Là, je viens récemment de lancer ma marque de parfum qui s'appelle Zari. Ok. Donc, du coup, on sait que c'est Oui, moi. c'est ça. Et voilà, je suis très c'est contente. super. Je suis très contente. C'est top, c'est top. Ok, j'ai une petite question pour la fondatrice de la marque Soutoura. Donc, Soutoura, c'est pas le modest fashion qu'on voit partout. C'est assez singulier. Comment tu as eu cette inspiration finalement En fait, de base, j'ai toujours voulu faire un métier auquel serait utile à la société, etc. Donc, d'où mon métier de base d'infirmière. Ouais. Mais vu toutes les problématiques sociétales, etc., le rythme de vie, etc., je m'y retrouvais. J'aime mon métier, mais c'est compliqué. Et même sur le long terme, avec mes convictions religieuses, etc., c'était compliqué. Du coup, je me suis dit, il faut forcément que je trouve autre chose. Et je me suis dit, la mode, en fait. Parce que c'est la seule chose qui m'anime vraiment, même si j'avais des réticences au début, dans le sens où on se dit que c'est une niche qui est assez saturée. C'est ça. Mais je me suis dit, allez, lance-toi et apporte ton style. Et quand je me suis lancée, il y a beaucoup de mes proches qui m'ont dit, mais en fait, ça nous étonne pas parce que c'est toi. C'est toi. C'est vrai. Et vraiment, en vrai, dans le parcours, je me suis découverte une passion. Et
une utilité aussi, parce que je me dis, enfin, un vêtement, ça a l'air anodin, mais c'est pas anodin, c'est une affirmation de soi, ça affirme beaucoup de choses, et en tant que femme voilée, c'est une chose enfin, c'est important. Parce qu'on est Exactement. beaucoup stigmatisés, etc. Et le fait de montrer, enfin, sans parler, montrer qu'on peut être et voilé et en conformité et stylé, et être en confiance avec soi, et ben je me dis, ben, je me suis lancée dans la bonne voie, parce que, alhamdoulilah, et ben, ça transforme et les gens apprécient ce Ah, que je moi, fais. je suis grande fan de la marque Sutura. C'est magnifique ce que tu fais. Merci beaucoup. Et c'est vraiment différent ouais, de ce qu'on voit Bah, c'est sur vraiment ma promesse que je me suis dit. Je me suis dit, allez, lance-toi, mais Ouais. apporte une touche qu'on voit nulle part. C'est-à-dire que même quand je réfléchis à mes pièces, etc., je me dis, non, faut que. Je fais attention à tous les Ouais. détails pour essayer d'apporter quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Je réinvente pas. J'ai pas inventé la mode, je redéfinis la mode, on va dire. C'est les pièces que tu portes? Ouais. Ouais, là, ils sont Merci morts. beaucoup. C'est voilà. Merci beaucoup. Bah, je suis dans une démarche en cadeau. Je suis contente. où j'essaie de choisir des matériaux de qualité, d'avoir un commerce équitable, on va dire. Je suis en plein process, j'essaie de. Voilà, donc, c'est pas un parcours facile, mais heureusement, on est accompagné par des personnes comme toi. Ah, bah, c'est gentil. Merci. Voilà. Alors, j'ai une petite question pour la marque DNA. Donc, Sabrina, ta marque, elle est assez spéciale. Tu vas nous en parler. C'est une marque qui est porteuse de messages, en fait. Donc, que tu affiches directement sur le t-shirt. Ça t'est venu comme ça? Est-ce que pour toi, c'était, comment dire, évident de faire une marque, entre guillemets, qui envoie un message, en fait? Évident, non, mais ça m'est venu effectivement comme ça à un moment où je me reconnaissais pas en fait par rapport à ce qu'on nous proposait sur le marché, et j'ai eu envie en fait de commencer par des choses simples. Euh, Comme tu le disais très justement, en fait, j'avais pas envie de réinventer la roue, voilà, je voulais juste redéfinir des choses, et alors j'ai lancé d'abord des t-shirts. Et en fait, le truc, c'est des t-shirts personnalisables. Oui. Donc, je travaille essentiellement donc, sur les designs de ces t-shirts, Oui. donc en tout cas sur l'élaboration des messages. Mhm. Et j'avais envie d'apporter une touche très humoristique, Oui. un peu politique, un peu Aussi. engagée. Voilà. Donc, j'ai développé différentes collections donc, de design qu'on peut apposer donc, sur des t-shirts. Il faut savoir que les t-shirts sont eux-mêmes, font partie eux-mêmes de la modest fashion. Oui. Donc, c'est des t-shirts qui sont ultra oversize, comme Ok. on dit. Après, je peux... parce que j'ai défini ma cible comme étant Oui. des femmes Oui. issues La communauté, ouais. de la communauté, exactement. Et donc, j'avais envie justement que ces t-shirts, ce soit pas seulement un simple t-shirt avec un dessin posé dessus. Mhm. Je voulais que ça soit voilà, porteur d'un message, Ouais, il y avait, que ça révèle une identité, que ça parle à une communauté. Mhm. J'avais envie de parler de notre culture. Ouais. Parce que voilà, on est tous plus ou moins issus d'une diaspora, quelle qu'elle Mhm. soit, et ça fait des années qu'on est en France, ça fait des années, soit on nous stigmatise, Mhm. et je me rends compte qu'en fait, on ne nous connaît pas encore. Non. Et donc, voilà, avec DNA, pour l'instant, donc je lance des t-shirts personnalisables avec des accessoires, etc. Et D'accord. en développement, en fait, j'ai très envie justement de développer d'autres produits, etc. d'autres produits Ok. carrément. Donc, je sais pas, des burkinis, enfin voilà, D'accord. des vêtements de sport, parce que je fais beaucoup de sport aussi Ok. à côté de ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de filles voilées dans les salles de sport. Et à part porter des vêtements Nike, Adidas, C'est ça. je me dis, il y a peut-être un truc à faire. Voilà. Exactement. Bah, c'est super. C'est un très très beau projet. Et on te souhaite beaucoup de réussite avec DNA. Je t'en prie. Alors, j'aimerais poser une petite question à notre invité au Felaï. Donc, toi, en fait, c'est très suivi sur les réseaux. Mais tu as aussi ta marque, du coup, plusieurs marques de cosmétiques, etc. Et c'est des choses, c'est vrai qu'on n'était pas au courant parce qu'on te voit en tant qu'Ophélie, la snipeuse des hommes sur les réseaux sociaux. Finalement, est-ce que du coup, c'est évident pour toi de créer une marque pour la femme ou est-ce que ça s'est fait un peu comme ça? Bah, moi, comme je t'ai dit, ma première casquette, c'est l'entrepreneuriat. Exactement. C'est pas du tout l'influence. J'aime pas trop dire que je suis influenceuse, je préfère dire créatrice de contenu. Donc,
oui, pour moi, ça a toujours été évident, bien avant de me lancer sur les réseaux. Certes, les réseaux m'ont beaucoup aidé parce que j'ai eu une audience beaucoup plus facilement, parce que c'est ce qui est le plus difficile quand tu lances une marque, avoir une audience. Donc moi, je l'ai déjà, alhamdoulilah. Par exemple, quand j'ai lancé mes parfums, j'ai fait une rupture de stock en 3 heures pour le lancement. Alhamdoulilah, là, j'ai refait un stock beaucoup plus conséquent, pardon. J'ai partagé qu'une seule fois, pareil, ça part tout seul, alhamdoulilah, j'ai que des bons retours. Et là, contrairement à mes autres marques de cosmétiques, Zahari, je veux vraiment en faire quelque chose d'international. D'accord. C'est-à-dire que mes 2 premières marques de cosmétiques, c'est à échelle nationale. Ils sont connus qu'en France. C'est connus qu'en France. Mais Zahari, j'ai vraiment pour projet de développer ça à l'échelle. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc j'ai d'autant plus de stress, parce qu'on sait que c'est moi. Exactement. Donc on m'attend au tournant de tous les côtés. C'est ça, j'allais venir. Est-ce que c'est facile pour toi de porter finalement cette double casquette de créatrice de contenu? Moi, j'aime pas le mot influenceuse non plus. Parce qu'on crée du contenu et puis si on influence, c'est selon le bon vouloir de la personne qui regarde, tu vois. Mais moi, c'est vrai que je t'ai connue par rapport en fait à ta prise de position, à ton positionnement sur les réseaux sociaux que j'ai vraiment aimé. Et effectivement, je voulais inviter, certes, une créatrice de contenu, mais qui a une marque e-commerce pour qu'elle puisse partager un peu avec nous son expérience. Donc, encore merci d'être avec nous. C'est un honneur. Et effectivement, je me suis dit, est-ce que c'est facile finalement d'être entrepreneuse et d'avoir cette casquette-là qu'on t'a un peu attribuée en tant que peut-être quelqu'un qui va défendre les femmes sur les réseaux sociaux, etc. Alors pour moi, c'est pas incompatible, mais comme je t'ai dit, on m'attend au tournant de partout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi, que ce soit dans le bon ou le mauvais. Par exemple, il y a des personnes qui ont acheté mes parfums pour faire des revues. Exactement. Mais oui. Mais par contre, contre, j'ai eu des très bonnes personnes qui m'ont fait des très bonnes revues, alors que je ne les connais pas, des influenceuses même à qui je n'ai jamais parlé. J'ai des abonnés, j'ai eu énormément de bons retours, donc j'ai d'autant plus la pression. Mais c'est une bonne pression. C'est une bonne pression. C'est une bonne pression, je suis pas du tout en panique. C'est vrai et le parfum, c'est quelque chose que j'aime énormément. Je suis une fan invétérée de parfum, j'ai toujours voulu lancer ma marque de parfum. Donc pour moi, c'était évident, avec ou sans les réseaux, que j'allais lancer ma marque de parfum. C'est super. Merci pour ton partage d'expérience. Alors, j'aimerais poser aussi une question à Diana, qui gère la marque, plutôt le concept, Ma fertilité, mon chemin. C'est un sujet assez sensible, la fertilité, endométriose, le SOPK, etc. Est-ce que tu arrives à porter un peu cette responsabilité avec bienveillance et sans tomber, dans le médical froid, en fait, avec certaines de tes... Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que moi, c'est pas une marque. En soi, c'est plus un accompagnement que je veux proposer. C'est vrai. Parce que, en fait, j'ai remarqué déjà de manière générale, les patients, quand ils viennent consulter, ils n'ont pas besoin d'entendre des informations médicales précises. Voilà, surtout quand ils consultent, eux, ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin d'un accompagnement, d'un suivi. Exactement. Et encore plus pour celles qui ont des parcours complexes. Que ce soit fertilité, endométriose, SOPK. Et en fait, c'est vraiment ça que je veux leur apporter un petit plus, parce qu'au-delà de la consultation clinique, donc elles viennent, elles se déplacent et finalement, la plupart du temps, elles repartent un petit peu déçues, on va dire, parce qu'il n'y a pas... Il y a pas d'accompagnement réel. Et en fait, dès qu'elle quitte le rendez-vous, la consultation, c'est direct le retour à la réalité. D'accord. Donc ça va être les douleurs, l'angoisse. Des fois, elles doivent penser à des choses. Elles ont beaucoup d'anxiété. Des fois, elles doivent penser à des choses auxquelles elles ne devraient même pas penser. Nous, on n'y pense pas, mais elles y pensent constamment. Et donc, c'est vrai qu'il y a ça qui manque. D'accord. Moi, je pense qu'il y a ça qui manque en clinique. Et du coup, c'est pour ça que tu as voulu lancer. Oui, c'est ça. En fait, c'est parce que j'ai eu des retours. J'ai eu beaucoup de retours au fur et à mesure du temps, à force de les accompagner en clinique. J'ai eu beaucoup de retours d'elles-mêmes qui me disaient, ce serait bien d'avoir un espace un peu plus chill, on va dire. D'accord. Un espace d'entraide où nous-mêmes, on peut partager quelques petites astuces. C'est quoi? On va dire ça. En fait, on va dire que ça s'est construit avec elles. D'accord. Ça a commencé à se construire avec elles. C'est beau. Et donc du coup, ça s'est fait un peu naturellement. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, je me suis dit, pourquoi pas carrément créer un espace
Comme ça, au moins, même entre elles peuvent discuter. Ouais. Elles peuvent avoir cet espace que entre femmes, parce que c'est vrai que aussi, quand elles sont dans un bureau, etc., il y a des fois, il y a du passage, ou alors, il y a des médecins hommes, enfin voilà, et des fois, c'est un peu plus compliqué pour certaines. Elles peuvent avoir cette sensibilité ou cette pudeur, et les médecins, ils se rendent pas compte, mais ils viennent, ils font leur boulot, et puis c'est fini, en fait. Donc, derrière, il n'y a pas l'humain. Et moi, c'est ça qui m'anime, en fait, dans cet accompagnement, c'est parce que, du coup, il y a plus ce côté humain. Moi, je veux rester humaine, je veux aussi comprendre la personne derrière la maladie. Et ça, tout ça, c'est des sujets qui me touchent, parce que, voilà, il y a professionnellement parlant, j'ai pu vraiment comprendre ce que c'était. Et voilà, donc du coup, c'est pour ça que... Et remercie encore pour cette invitation. Parce que du coup, voilà, ça permet ne serait-ce que d'avoir des témoignages, d'avoir aussi cette force de partage qui est très importante. C'est important pour moi de partager, ouais. C'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé le club MBWE, c'est pour partager, parce que quand tu lances une marque, moi j'étais seule. Quand j'ai lancé ma première marque, Gina Claudette, j'avais des figures d'entrepreneuriat qui étaient masculines déjà, qui n'étaient pas issues de la communauté, qu'elles soient de la diaspora ou de la communauté musulmane. Et du coup, j'avais du mal en fait à me projeter en fait, parce que c'est vrai qu'il y a certaines figures de commerce qu'on n'a pas le droit de faire, comme certaines figures de dropshipping, etc. Et que le e-commerce en France était dropship, que ça. Et moi, je me lançais ma marque avec mon stock et je me dis, ok, qu'est-ce que je fais finalement? Et c'est pour ça que je vous ai aussi réunis, parce que je voulais montrer que derrière les marques et les codes promo, il y a des entrepreneuses. En fait. C'est pas que code promo moins 30%, il y a des gens derrière qui bossent, il y a des sites internet qui plantent, etc. Et d'ailleurs, les filles, je voulais qu'on parle un peu de ce que les gens voient pas quand on lance une marque, genre les packaging et tout. Moi, je sais que j'ai galéré avec le packaging, les cartes de visite, les fournisseurs, juste ça, c'est juste un casse-tête sans fin. Donc ouais, effectivement, il y a pas mal de choses à voir finalement, même quand tu te lances. Je voulais savoir si vous, de manière générale, vous avez eu un peu le soutien de vos proches ou pas. On vous a soutenu un petit peu quand vous vous êtes lancé, je sais pas toi. Franchement, j'ai eu Peut-être qu'au début, enfin là, ils évoluent avec moi, ils voient l'évolution, du coup ils se disent, ah ouais, quand même. Ils se disaient, ah ok, ouais, c'est bien, c'est cool, tu te lances dans un truc. Ouais, cool, alhamdoulilah, même ils m'ont donné de la force, et moi j'ai donné l'article. Mais on va dire que l'évolution, elle se fait avec ouais, exactement. Mais alhamdoulilah, j'ai eu un entourage en or, que ce soit mes sœurs de cœur, mes sœurs de sang, enfin, rien à dire. Des inconnus. C'est top. Franchement, c'est top. Super. Et ça aide parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Je me déplace à l'étranger, etc. J'ai de la famille sur place qui gère pour moi les cas à distance, etc. C'est pas toujours facile. Des fois, t'as envie de tout lâcher parce que y a rien qui va comme tu veux. Tu dépenses de l'argent, du temps, de l'énergie. Enfin, c'est éprouvant. Si au début on m'a réagi, j'ai réagi, mais qui m'a envoyé. Mais moi, c'était pareil. Qui m'a envoyé, mais ça en vaut la peine parce que tu dis que, enfin, ton intention de base et même finale, et ben tu dis que c'est une belle cause, donc on n'a rien sans rien, et on est la communauté de l'excellence, faisons les choses bien. Exactement. On n'a rien sans rien. Exactement. En fait, j'ai l'impression que moi, ça va, j'ai eu du soutien. Mais après, moi, j'ai lancé plein de marques. Donc, des fois, mes proches qui me disent ah, t'as encore lancé un truc, tu vois, genre, ils n'arrivent pas trop à suivre. Mais pour ma première marque, j'ai eu énormément de soutien de mes proches. Mes sœurs, elles ont fait des modèles photos, etc. Franchement. Mais après, c'est vrai que l'entourage qui est moins proche, c'est pas méchant, mais des fois, ils sont en mode un peu spectateur, en mode on attend de voir si tu vas réussir. Si tu réussis, on sera avec toi, et sinon, on va faire comme si rien n'était. Comme si tu n'avais rien lancé, puis ça passera. Parce que j'ai l'impression qu'ils veulent pas participer, entre guillemets, à ton échec, en fait. C'est ça que je ressens, en fait. Les proches qui ne soutiennent pas, d'ailleurs, c'est un message que je veux faire passer aussi aux filles qui nous regardent. Si votre entourage ne vous soutient pas, c'est pas forcément méchant. Alors oui, il y a des jaloux, il y a des gens qui veulent votre mal, votre chute, etc. Mais parfois, les gens, ils sont juste en train de se dire, ok, on va juste attendre de voir ce que ça donne son truc. Et puis, si ça va pas, on sera là pour la ramasser au cas où. Mais c'est vrai que parfois, les proches et l'entourage, en fait, c'est hyper important pour l'entrepreneuse. Et quand t'as pas de soutien, je trouve que tu perds la valeur de ton projet. Tu dis, peut-être ce que je fais, c'est nul. Mais ouais. Mais après, moi, je me suis rendu compte avec ma petite expérience que les gens projetaient énormément de peur. C'est ça. Donc en fait, c'est pas qu'ils veulent pas contribuer en fait à ta chute.
Mais je pense qu'ils devraient voir les choses différemment. Ils devraient plutôt contribuer en fait à ta réussite. Plutôt que de se dire, ah non, on va se casser la gueule. Parce qu'en fait, ils ne sont pas eux-mêmes entrepreneurs. La plupart, ils sont salariés. Donc en fait, ils voient pas les choses comme toi, tu peux les voir. Je partage pas trop la vision d'entrepreneuriat, parce que c'est une vision qui est quand même... j'en parlais tout à l'heure avec Follet, c'est pas fait pour tout le monde l'entrepreneuriat. Il y a vraiment des gens qui sont bien salariés, et d'ailleurs, je réitère, indépendance ne veut pas dire forcément entrepreneur. Tu vois. Donc ouais, mais quand t'as pas le soutien de parfois tes proches, ça peut être déstabilisant. Et si t'as pas forcément lancé ta boîte, ça veut pas forcément dire que t'as subi un échec dans ta vie. C'est ça. Voilà, tu vas être salarié, tu vas t'épanouir en tant que salarié. Bien sûr. Et bien. Exactement. On nous propulser. Mais vraiment. Moi, je sais que, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Genre, je sais que ma soeur, elle a des facilités en termes de rédaction. J'ai une copine, elle a des facilités en termes de photoshooting. Enfin, notre entourage, si on arrive à l'exploiter, ils ont des qualités de fou malade. C'est vrai. Parce que pour être entrepreneur, il faut être un peu fou. Donc, un peu fou, un peu impatient, peut-être. Il n'y a pas tout le monde qui a ce truc-là, et c'est ok, il faut être ok. Mais il faut surtout avoir une vision, je pense, et un but qui transcende tout. Ouais. Voilà. Faut vraiment, une vision, tout simplement. Une liberté de mouvement aussi. De se dire, faut que j'aille chez le fournisseur, là, il y a urgence, là, ça peut être dans un autre pays, ça peut être. C'est ça. Faut pas tout le monde qui se dit, bon, tiens, là, je vais aller à Dubaï dans 3 jours, il faut que je fasse mes affaires. Non, il y en a qui préparent des semaines à l'avance, c'est impensable. Donc, il faut avoir une liberté de mouvement. Oui, ça frôle la folie, clairement. Ah ouais. Moi, je me sûr, je dis non, j'ai besoin de la vie, il faut que j'aille. Bah oui, c'est pareil, je pas tant sûr. Exactement. J'ai une dernière question, les filles. Est-ce que vous aimez encore créer du contenu sur les réseaux? Est-ce que c'est pas... Enfin, c'est un outil... Ouais. Bon, après, au final, je sais que t'es à l'aise sur les réseaux sociaux, tu vois. Oui, mais maintenant, ça a pris une autre tournure. Dans le sens où, quand j'avais pas une grosse audience, c'était un passe-temps. Là, c'est toujours un passe-temps, mais j'ai aussi le sentiment que c'est mon travail. C'est plus la même chose. J'aime toujours autant faire du contenu, mais maintenant, j'ai comme une responsabilité. Par exemple, quand je poste pas, les gens m'écrivent, pourquoi tu postes plus? Avant, j'avais pas ça. Donc, je me dis, dans l'attente. Les gens, ils cherchent, en fait. Voilà, du coup, je me sens pas forcée, pas du tout. Et le jour où j'aurai le sentiment de me sentir forcée, j'arrête sans problème. Je veux pas que ce soit une contrainte. Mais maintenant, j'ai une responsabilité en plus. Mais j'aime toujours exactement. Oui, tu as donné une autre dimension. Excuse-moi de te couper. Tu as donné une autre dimension, en fait, à ta première initiative, en fait, ce qui devait être, juste un peu du fun. C'est ça. Voilà, c'est important. Je veux que ça reste. C'est pas mon métier. Je vis pas des réseaux sociaux. Vraiment, ma première casquette, c'est l'entrepreneuriat. Et je veux garder cette casquette. Et c'est important parce que il y en a, tu vois que c'est toute leur life, la création de contenu, et ils perdent de cette authenticité. Et je pense que vu que toi, tu sais que c'est pas ça ton gagne-pain et que tu dépends pas des gens, et ça c'est important parce que c'est le piège des réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui sont dans une dépendance des gens, et c'est ce côté-là qui me fait vraiment peur. Il faut toujours te rappeler que c'est éphémère les réseaux sociaux. Ça peut même durer des années. C'est éphémère. C'est pour ça que j'inciterai jamais les gens à quitter leur emploi pour se lancer sur les réseaux sociaux. Que ce soit un complément de revenu, c'est une chose, mais il faut jamais se dire je vais vivre entièrement des réseaux sociaux. Bien sûr, il y a plein de gens qui vivent des réseaux sociaux, mais il ne faut pas que ce soit un but. Mais au prix de combien de labeur, j'imagine. Exactement. Moi, c'est tout ce qu'on te vend. Voilà, je pense par exemple à celle qui vit des réseaux sociaux et encore elle a des marques à côté. Par exemple, c'est Léna Situation. Mais elle a galéré combien de temps? Voilà, exactement. Non, mais c'est l'équivalent en fait d'un joueur de loto. Le mec qui a joué, qui a gagné, il y en a. Je veux dire, et combien ont perdu au-delà de ça, tu vois? Mais après, je trouve qu'il y a des personnes qui confondent tout quitter pour se lancer dans un nouveau projet comme les réseaux sociaux et prendre des risques. Il y a quand même une nuance. Parce que, par exemple, investir sur soi-même, c'est quelque chose de rentable, on va dire, entre guillemets. Mais c'est très important même dans la toujours. C'est ce qu'on fait depuis tout petit. Il faut investir en nous-mêmes. C'est ça, c'est ce qu'on fait depuis tout petit. On va à l'école, après on prend des cours de danse ou des cours de musique, j'en sais rien, mais voilà, c'est ça en fait finalement, investir sur soi, et c'est beaucoup plus rentable que vouloir se lancer dans quelque chose d'inconnu qu'on ne connaît pas. À cause des réseaux sociaux, on veut tout rapidement. Oui, c'est vrai. Enfin, on voit même plein de spots, investissez 500 €, vous allez devenir millionnaire, mais c'est faux. Comment faire on prend l'exemple de Nike, toute grande marque, et ils ont mis des années et des années et des années. C'est ça. Du coup, on a cette impatience-là. Même en termes de notoriété, les gens, par exemple, s'ils postent une vidéo et qu'ils font aller 300 vues,
ils vont supprimer. Ils vont se dire, oh, j'ai fait que 300 vues. Ils s'attendent à faire 1 million de vues en postant directement. Mais non, va falloir en faire plein des vidéos avec des 150 vues, 200 vues. Mais en fait, ils sont déjà démoralisés. Alors qu'en soi, déjà, 150 personnes qui regardent. C'est beaucoup. Quand c'est pas connu, exactement. Les réseaux, ça nous a fait perdre vraiment le sens des chiffres. Maintenant, comme tout à l'heure, quand Lina m'a dit, entre guillemets, c'est que c'est une communauté. Mais tu te rends compte, quand même, une personne qui sont au courant de ton existence. Et qui te suivent, Vraiment, les réseaux, ça a fait perdre la notion des chiffres. Et ça, c'est pas bon. Et même en termes d'argent, ça a fait perdre la notion des chiffres. Oh, je gagne que ça. Non, c'est ça. Ouais, les réseaux, c'est ça. Il y a 10 000 abonnés de qualité que 1 million de n'importe quoi. Ouais, exactement. Non, mais j'aime beaucoup ma petite communauté. Et vraiment de bienveillance, etc. Oui, mais carrément, en fait, quand t'as une marque, les réseaux, ça peut être ta hantise parce que les entrepreneuses, moi, que je prends en coaching, elles ont du mal à créer du contenu pour leur marque. Et je leur dis, c'est pas ton taf, en fait. Normalement, tu dois te concentrer sur comment roule ton business. Donc, c'est vrai que ça... C'est exactement mon cas. Voilà, exactement, on en parlait. C'est complètement notre cas. C'est-à-dire que c'est une toute jeune marque, donc je préfère mettre 200% de toute mon énergie à vendre. C'est mon taf. C'est ça, mon taf. C'est pas de faire du contenu. Tu lances une marque, si tu restes focus sur les 6 premiers mois, t'as perdu. Parce que les 6 premiers mois, c'est juste horrible. T'as pas de visibilité, t'as pas de notoriété, t'es encore dans la phase de notoriété, en fait. La phase de notoriété, elle peut durer longtemps avant d'avoir de la récurrence, en fait, dans tes commandes, etc. Et parfois, j'ai certaines entrepreneuses qui ne veulent pas lancer leur marque par hantise, carrément, des réseaux sociaux, alors que tu peux déléguer à une community manager, etc. Il y a de la création UGC aussi qui se fait beaucoup, la création de contenu, etc. T'es pas obligé d'être focus sur si tu t'es à l'aise pour créer du contenu organique. Fais-le, mais sinon, voilà, community manager, création UGC, puis après, il y a tout ce qui est publicité, email, etc. Il y a plein d'autres. Comme tu dis, c'est un métier, en fait. Exactement. Moi, j'aimerais bien terminer sur un petit mot aussi qu'on pourrait dire aux femmes entrepreneuses qui nous regardent. Personnellement, je me suis lancée, j'avais pas trop de connaissances ni de notions, enfin, j'étais pas formée autant en e-commerce que je le suis maintenant, et je me suis beaucoup formée sur le terrain. Et moi, je sais pas si vous avez des choses à leur dire un petit peu à ces femmes-là, mais moi, ce que je voudrais leur dire, c'est une chose que je dis beaucoup à mes coachés, c'est mets tes chaussures et tu feras tes lacets en chemin. Voilà. J'aime beaucoup cette image. Oui, c'est de moi. et je vais la garder. Bah oui, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai fait, en fait. Je me suis lancée, puis j'avais pas de thunes, j'avais pas d'argent de côté, j'avais pas de crédit à la banque ou des choses comme ça. Et je me suis entourée, en fait, de personnes qui m'ont beaucoup poussée au début, je vais pas mentir, j'ai des personnes influentes qui m'ont beaucoup aidée au début. Mais j'avais pas trop de réseau non plus, tu vois. J'avais un petit réseau, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une formation e-commerce, en marketing, etc. pour vous lancer. Faites ce que vous aimez. Et puis, bien évidemment, ça viendra. Donc, ouais. Alors moi, si j'ai à dire quelque chose, déjà, il faut dissocier 2 catégories de personnes. Les gens qui n'ont rien à perdre, comme moi, par exemple, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de responsabilité, et les femmes qui ont des enfants, qui ont des responsabilités, parce que le discours ne sera pas le même. C'est vrai. Pour les femmes qui ont des responsabilités, va falloir investir pour faire développer sa marque. Par contre, je déconseille de tout miser. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, 3 000 € d'économie, mettez pas tout dans l'entrepreneuriat, surtout si c'est votre première expérience là-dedans et que vous n'avez pas de connaissances. C'est clair. Voilà, investissez une partie, mais quand même, gardez des économies. Après, pour les personnes qui n'ont rien à perdre, mettez. Voilà, mettez, et comme ça, vous n'avez pas le choix, en fait, de vous surpasser parce que vous vous dites, j'ai plus rien, donc je n'ai pas d'autre choix que de réussir. Exactement, voilà. C'est ça. Voilà. C'est un peu ce que j'ai fait aussi. Des fois, vous mettez tapis, tu te dis, il n'y a pas de choix. Là, j'ai pas le choix, je me débrouille. Mais encore une fois, voilà, c'est pour les personnes qui n'ont pas la tapis, mais sans bluffer derrière. Mais c'est vrai que par contre, pour lancer une marque e-commerce, il faut investir. C'est ce que je disais, minimum de 1 000 € pour acheter le stock. T'as pas 1 € à mettre dans ton stock, tu vas pleurer. Mais 2 000 € sans même compter le marketing. En fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est qu'ils disent, oh, j'ai déjà investi tant pour les produits. Oui, mais le commerce, c'est 30% de produits, 70% de marketing. Donc, non, faut investir. Faut vraiment investir. C'est que de l'investissement. Les bénéfices, tu les vois après, une fois vraiment que tu as tout mis en place. Là, tu peux dire, bon, je peux commencer à profiter. Mais si tu fais, je sais pas moi, tes premiers 10 000 € de CA,
l'entrepreneuriat, te dis pas non, je vais me verser un salaire tout de suite, je vais partir en vacances. Non, il faut attendre. Ne faites pas ça, mais ouais, c'est vrai, le marketing, ça fait beaucoup dans une marque et certaines le négligent énormément sur ça. C'est un cheminement en fait. Ouais. Il faut s'entourer de bonnes personnes, Okay. avoir un bon réseau. Ça aide beaucoup, ça te booste beaucoup. Des personnes qui ont la même vision que toi, qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont réussi ou qui ont moins réussi, mais tu vas t'aider de ces personnes-là et ça va beaucoup t'aider. Il faut patienter et être un peu fou quand même. Ouais. Ça sera le mot. Beaucoup patienter, c'est que moi, dans mon exemple, je travaille pour investir dans ce que je fais. Et je sais que, je suis au clair avec cette idée que ça va pas péter du jour au lendemain. Il faut avoir une vision à long terme. Ça avance un petit peu. Bien sûr. Un peu, tu dis, ça te conseille dans ce que je fais. Mais je me dis, pour aller loin et durablement, il faut du temps. Du coup, soyez patiente, lancez-vous et ayez confiance en vous. Et surtout, ne pas attendre que ce soit parfait. Non, exactement. Parce que voilà, on est tous, je pense, autant que nous sommes perfectionnistes, on aime les choses bien faites, etc. Mais l'entrepreneuriat n'aime pas la perfection. Non. L'entrepreneuriat, il aime les choses fonctionnelles, voilà, que tu peux lancer, on appelle ça des MVP. Faut que ce soit facile à lancer et la perfection, elle viendra par la suite. Parce que en fait, c'est marrant parce que c'est un truc qu'on m'a appris quand j'ai été accompagnée par le programme d'HEC, programme de femmes entrepreneurs stand-up. Et donc, la directrice de programme, elle nous expliquait, elle disait, en fait, ce que vous avez dans votre tête, c'est une licorne. Et finalement, ce que vous allez sortir, et ben, en fait, ça ressemble à un petit âne, même si j'adore les ânes, c'est trop mignon. Mais c'est tes façons de parler, tu vois. Donc, quelque chose de très beau, parfait. Toi, tu l'idéalises, tu visualises, comme la 8e merveille du monde. Et au final, en fait, concrètement, sur le marché, tu sais pas déjà si ça va prendre. Exactement. Tu sais pas, quelle notoriété, retombée, etc. Tu vas forcément rencontrer des difficultés, des impondérables, des aléas. Tu vas, au final, le produit auquel tu as pensé, quand tu vas le sortir, il aura tellement rien à voir. Donc, moi, si j'avais juste un conseil, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est ça, n'attendez pas la perfection, lancez-vous. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est dans l'action, en fait, que tu avances. C'est-à-dire qu'une action amène une autre. Et ta réflexion, en fait, elle vient de tout ça, en fait. Tu t'adaptes ensuite au fur et à mesure. Et évidemment, s'entourer des bonnes personnes. Les gens, aussi, ne pas raconter vos projets. Ne racontez pas ce que vous avez envie de faire, etc. C'est choquer les gens de par votre résultat. N'annoncez pas ce que vous allez faire parce que ça se peut dans votre entourage, je vous le souhaite pas, mais il y a une petite oreille qui écoute tout ce que vous dites, qui va lancer votre projet avant vous. C'est déjà arrivé plein de fois. Et ça fait horrible. Même la personne, ce qu'on te dit. Garde-les en secret. Tu les gardes en secret. Laissez les résultats parler d'eux-mêmes, mais il ne faut pas parler. Et puis on parlait, comme tu disais, à des gens en fait qui sont capables de comprendre, des gens comme toi, des gens comme nous qui sont eux-mêmes déjà entrepreneurs, des gens qui ont déjà une volonté, et qui ont déjà lancé et qui ont cette énergie-là, qui savent déjà par quoi tu vas passer, qui peuvent te conseiller. Effectivement, l'individu lambda ne peut pas comprendre tout ça. Non. Justement, il va projeter des peurs, il va projeter de la jalousie, il va projeter tout un tas de choses, mais toutes ces insécurités, et justement, ça, on va te dire, ah bon, mais t'es sûr, tu veux lancer ça? Ah bon, mais pourquoi? un réflexe humain. Mais voilà, c'est incroyable. Et souvent, c'est des personnes qui sont proches de nous, et donc ça fait un peu mal, des fois, quand t'entends. Mais faut juste te dire non, ce n'est pas la personne adéquate, c'est pas la bonne personne avec qui on discutait, et j'en parle, il y a plein de possibilités, tu t'inscris... rejoignez le club. J'allais dire, ton club, t'as d'autres communautés, en fait, des groupes WhatsApp d'entrepreneurs. Nous, on a un groupe Telegram qui restera gratuit. C'est vraiment important pour moi qu'il y ait un espace gratuit pour les entrepreneuses. Et effectivement, il y aura le club exclusif, donc 30 € par mois, pour rejoindre en fait nos événements physiques, toutes mes vidéos. Donc, réseau d'affaires. Voilà. Oui, bien sûr, il y a tous les tutos Shopify, IA, tout ce qu'on me demande tout le temps, je l'ai mis là-bas. Il y a ma liste de fournisseurs aussi que je mets à jour tous les mois. Et surtout, il y a cette entraide en fait. Il y a ce qu'on appelle le boost. Donc le boost, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais en fait c'est vraiment un concept où quand quelqu'un a posté sur les réseaux sociaux, une membre du club, on va tous en fait lui donner de la force. Et le but c'est que sa marque puisse avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, ça sera dans la version exclusive.
Donc, vous êtes les bienvenus, les filles. C'est quand? La date officielle, c'est le 5 septembre, mais vous pouvez désormais rejoindre le groupe Telegram qui restera toujours gratuit. Vous avez juste à commenter MVWeek sous cette vidéo ou sous toutes mes vidéos. Et je comprends que vous voulez intégrer le club. Et bien sûr, c'est ouvert à toutes les femmes, musulmanes ou non. Moi, c'était important de créer un espace pour les femmes musulmanes, surtout par rapport à tout ce qui est règles islamiques, les règles du commerce, etc., qui régissent en fait votre activité. Mais je n'exclus pas, d'ailleurs, je travaille avec des femmes de toutes religions. Et toutes les femmes sont par contre que des femmes. J'ai déjà retiré les hommes. Alors pourquoi? Parce que déjà, c'est vrai que c'est un espace féminin. C'est important pour moi l'entrepreneuriat au féminin aussi, l'entrepreneuriat au féminin. Et aussi parce que c'est vrai que dans le groupe, des fois, il y a des vocales de femmes qu'elles veulent pas s'exposer, etc. Donc voilà. On n'a pas de boule et puis c'est tout. Ils ont déjà suffisamment d'espace, les hommes. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour créer aussi un mouvement, un espace féminin, etc. Et je pense que ça va inspirer un peu toutes les filles qui sont déjà auprès de nous dans le Muslim Business Women Club, celles qui nous regardent, qui ne nous connaissent pas peut-être. Et en tout cas, merci les filles. Franchement, merci pour cet échange que vous m'avez accordé. Avec plaisir. Et puis on se dit pourquoi pas à une prochaine mission. Oui.